C'est vrai que c'est la première reine, d'ailleurs il l'appelait Loana Ier ou Loana Première, Philippe Muret. C'est un événement, ce fut un événement, alors vous étiez très jeune sans doute, mais ça a marqué une époque parce que c'était l'exhibition, j'allais dire c'était le rien. Mais il y avait une addiction à regarder le rien. Des gens qui vivaient dans un appartement. Et ça avait été également, entre TF1 et M6, une guerre terrible, puisqu'il y avait un accord de ne jamais diffuser des programmes de télé-réalité entre Étienne Moujotte et Nicolas Taverneau. Et que Nicolas Taverneau avait rompu ce bail, si j'ai bien compris. Et c'est John de Mol qui produisait, c'est Benjamin Castaldi qui présentait. Et ça avait été un succès, mais considérable, au point où TF1 était battu tous les soirs c'était en access prime time, comme on dit, entre 19h et 20h. Et tous les soirs, la France entière, c'est ça qui est sidérant, regardez ça. Alors, ça marchait qu'une fois. Il n'y a pas eu le Love Story 2 n'a pas marché, vous voyez, c'est Il y a eu la Star Academy qui était un Star peu... Academy, c'est pas la même chose. Oui, alors d'accord, mais il y avait quand même on voyait leur quotidien aussi dans le château. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, puisqu'il y a quand même une finalité, on chante des chansons, on peut dire que c'est un télécrochet moderne, c'est pas du tout la même chose. Là, c'était des gens qui vivaient ensemble. Après TF1 a déclenché Koh-Lanta juste... Koh-Lanta, c'est encore pas la même chose. C'est une télé-réalité. Oui. Les anges de la télé-réalité, c'est une télé-réalité où ils ne font rien. Ouais. Oui, mais ça n'a pas le succès. Non. Vous voyez, Il y a beaucoup de déclinaisons après, quoi. Oui, mais c'est un fusil à un coup. Vous, ça vous a pas passionné, Pascal Pergard? Pas du tout, c'était d'une impudeur. C'est nul, quoi. Oui, mais... Mais en fait, c'était inintéressant. Oui. Regarder d'autres personnes vivre... Non, mais c'est pas... comment vous dire? Pour moi, c'est pas le sujet. Non, je ne vais pas au zoo non plus. Mais, non, mais Pascal Pierre, pour moi, c'est pas le sujet. Moi, c'est pas mon avis qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est si il y a 9 millions de gens qui regardent. Pascal, si vous mettiez une vache à heure fixe à l'antenne... ou un mouton, et qu'on la regardait vivre, je suis persuadé qu'au bout d'un certain temps, elle aurait son fan club. Je suis sûr, c'est une leçon d'humilité. Le zoo humain que montrait Love Story, c'est aussi les chaînes d'infos continues, d'ailleurs. Hein. Sauf que le spectacle derrière est un peu plus chatoyant que le décor du... Je veux dire, c'est ce que vous dites, je connais votre goût de la provocation. Mais non, mais les chaînes d'information ont un objectif, c'est d'informer. Mais bien sûr, c'est vrai. Je ne compare pas à Jean-Édouard. Mais il y a quelque chose qui est de l'idée qu'en appuyant sur la zapette, vous allez vous connecter au réel. Vous allez enfin découvrir la réalité. Moi, je sais pas, Philippe Muret, vous le citiez, on a fait des livres entiers de tout ça. Et alors qu'en fait, vous basculez dans un monde qui est assez irréel. C'est du spectacle. Bien sûr que c'est du spectacle, mais ce que nous faisons a une part de spectacle. Évidemment que tout est spectacle. Un président de la République, quand il communique, c'est du spectacle. Il y a une part, en tout cas. Ça ne nous a pas échappé. Hein. Mais De Gaulle, quand De Gaulle arrive habillé en général... Sans képi, c'est plus De Gaulle. C'est pas faux. Quand De Gaulle... C'est différent du spectacle. Écoutez, on peut ergoter quand De Gaulle arrive en 62 et dit un carteron de généraux qu'il est habillé en militaire, et alors que d'habitude il s'habille en président en civil, c'est du spectacle ou de la mise en scène, vous appelez ça comme vous voulez. Non, mais c'est De Gaulle. Oui, mais c'est un moment précis de l'histoire où les Français s'attendent à voir les militaires tomber comme des parachutistes sur la place des Invalides. On est en plein coup d'État. Donc de voir un militaire en uniforme qui a ses barrettes et ses étoiles et qui rassure, qui montre que l'État est tenu, ça a un véritable sens. C'est pas un déguisement. Il ne met pas la panoplie de militaires pour tenir un discours viril. Il est vraiment l'homme qui tient le gouvernail. Vous avez raison. D'ailleurs, j'ai dit c'est en 62, c'est évidemment en 61. Alors, écoutez Loana, parce que évidemment, il y a quelque chose de triste, comme si elle avait été projetée comme ça dans un monde pour lequel elle n'était pas formée. Écoutez ce qu'elle avait dit sur ses tentatives de suicide. Mes tentatives de suicide, elles étaient au tout début, c'était pour attirer l'attention, ça c'est sûr. Mais les dernières, non, puisque comme ça attirait pas l'attention, j'avais envie d'en finir. J'ai fait 2 arrêts cardiaques et 3 comas. Franchement, j'ai plus une étoile que j'ai, c'est souvent que je dis que j'ai une constellation. Quelqu'un qui me dit à juste titre, Loana, elle était perdue avant et plus encore après. Bien sûr, et c'est là que la télévision exploite parfois le malheur des uns et des autres. Et qu'il n'y avait pas de... Comment dire, il n'y avait pas un regard posé sur est-ce que c'est bien pour elle de la projeter dans ce loft. On avait vu son physique, on avait vu son visage, et puis ça suffisait.
Voilà, il y a une sorte d'exploitation qui est faite. Et sur le plan moral, on peut le contester. Pascal, est-ce que je peux confesser quelque chose? Moi, je ne savais pas qui était cette personne. Bon, mais ce qui m'a intéressé... Vous ne saviez pas qui était Emmanuel Macron quand vous êtes venu ici il y a 2 ans. Non, je n'ai pas dit que je ne savais pas qui était... J'avais dit que je ne savais pas quelle était sa voix. C'est tout à fait différent. Non, mais là, je ne savais pas qui c'était. Ce qui m'a intéressé, ce n'était pas ce qu'elle a été, c'est sa mort. Donc, elle est morte seule dans un appartement. Bien sûr. Et ça m'a rappelé qu'elle a eu le même destin, au fond, que 2 actrices qui sont beaucoup plus importantes qu'elle. La première, c'est Anita Hedberg, qui est morte, elle aussi, dans la misère. Et l'autre, c'est Laura Antonelli, qui est morte, elle aussi, dans un appartement, seule, dans la misère. Donc, au fond, qu'on soit une star planétaire ou qu'on soit comment l'appeler, une vedette de la télé-réalité, c'est la même chose. C'est le film, c'est Sunset Boulevard. Pascal Pierre Garbarini. C'est Sunset Boulevard. Quand tu as connu, bien évidemment, le succès, la gloire... on la définit comme on peut ou comme on veut, et qu'ensuite tu tombes dans l'oubli, eh bien il faut avoir un caractère, il faut avoir une famille, il faut être entouré pour pouvoir le maîtriser. Sinon c'est tellement triste. Tu as été, on te reconnaît dans la rue, et puis après tu marches, on te reconnaît pas. Tu attends que le téléphone sonne et il ne sonne plus. Tu attends que des amis viennent te voir, ils ne viennent plus te voir. Plus d'amis. Voilà. Donc d'ailleurs tu n'as plus d'amis. Bon ben voilà, et le film. Je vois ça parfois. Il y a une sorte de syndrome qui existe notamment pour les anciens présentateurs de télévision. Je vois sur les réseaux sociaux comme un mal-être qui peut s'exprimer parfois d'une manière assez... Spleen. Oui. Ce qui n'existe pas pour les grands sportifs. Oui, vous avez raison. Mais il y a un mal-être de ne plus être sur la photo, et parfois ça leur fait dire des choses très difficiles sur ceux qui y sont encore pour quelque temps, bien sûr, et qui partiront comme tous les autres. Mais il y a une forme de rancœur que je lis parfois, et peut-être même d'aigreur. Qui sait? Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Bonnet? D'accord, je vois à qui vous faites référence. On a plusieurs noms qui nous viennent en tête. Il y en a plusieurs, mais j'espère, et ça sera peut-être le plus tard possible, comme vous avez 30 ans de moins que moi, que quand je vous regarderai à Noirmoutier ou à La Baule, je dirai pas « Oh, Thomas Bonnet, quel salopio il fait n'importe quoi !» parce que... C'est pas votre genre, vous n'allez pas sombrer dans l'aigreur. On ne sait jamais, on sait jamais ce qui peut arriver, vous savez. On rappellera à l'ordre si c'est le cas. Exactement, vous avez raison. Alors, Loana, descente aux enfers, j'étais, dit-elle, un passe pour ceux qui me connaissaient et aussi peut-être pour mes amants. Écoutez-la. J'étais un passe, ce qui veut dire que quand on allait en boîte de nuit, ils rentraient gratuitement. Quand ils voulaient partir en voyage, on avait des réducs. Je deviens en fait un passe droit pour beaucoup de choses. Mais je suis plus un être humain. On aime bien s'afficher à côté de moi parce qu'on sait qu'on va être dans les journaux. On aime bien sortir avec moi en boîte de nuit parce qu'on sait qu'on va avoir des bouteilles gratuites. On aime bien aller au restaurant avec moi parce qu'on va avoir des repas gratuits. Mais en fait, les gens, ils n'aiment pas être avec Loana, quoi. Je deviens plus qu'un objet. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les matins, nous faisons cette émission. Bon, et tous les matins, il y a des gens qui m'envoient des textos. Souvent, on parle de l'Iran. Alors là, je ne reçois aucun texto. Bon, aucun. Parce que vous n'en parlez pas assez longtemps, ni trop tard dans l'émission. Là, ça défile. La mort de Loana est la marque du cynisme de ceux qui ont lancé ce programme et parlent aujourd'hui encore que ces programmes sont le reflet de la société. Jacques Expert, grand professionnel, écrivain, qui est passé par RTL. Thierry Moreau, autre grand professionnel. Personne n'a mesuré à l'époque le succès que Loana engendrerait à la sortie du Love. Depuis, on n'a jamais cessé de regarder ses chutes, ses remontées, avec toujours le même voyeurisme depuis 2001. Tout le monde a un avis. C'est vrai. Et ça continue. Daniel Guichard, la célébrité, c'est un échange permanent d'énergie de toutes sortes. Quand elle n'est plus là, ça tourne froidement en rond. C'est-à-dire que tout le monde commente ça. Et c'est pourquoi d'ailleurs, moi je pense qu'il faut en parler. Écoutez ce qu'elle disait, Loana, elle était avec Laurence Ferrari. Quand je suis sortie de ce jeu, je ne comprenais rien en fait à ce qui m'arrivait. Quand on me voit comme ça, je suis tellement contente de sortir de ces 10 semaines, mais en fait je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et oui, ce qui était vraiment compliqué à vivre pour moi à ce moment-là, c'était euphorisant forcément, mais très déstabilisant et terrifiant de voir ma vie comme ça étalée sur les journaux sans que ce soit moi qui en parle. On dit quelque chose, on sait que ça va être publié, mais là, d'un seul coup, c'était des choses que j'aurais pas voulu qu'on sache. Et voilà, j'avais toute ma vie. Tout le monde connaissait plus ma vie que moi, je la connaissais moi-même. Je lis au hasard Richard Millet. En fait, je songeais que son véritable tombeau, dans le bon sens du mot, ce sera peut-être qu'elle devienne un véritable personnage de roman, mais un vrai roman, écrit par un véritable écrivain. Écrivez-le.
Bah, attendez, Pourquoi pas, mais... écrivez-le. Parce que c'est un destin fascinant. Mais écrivez-le. Oui, Le roman de Loana, j'ai le titre. trouvez-moi un éditeur et... Ah bon, des éditeurs, ça c'est pas ce qui manque. Ça, Oubliez qui je suis, Pascal. Donc... Mais je ne l'oublie jamais, et au contraire. On cite également Blaise Pascal. Quelqu'un me dit la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant c'est la plus grande de nos misères. C'est vrai. Ça c'est Blaise Pascal, et c'est Fabien qui est à Notre-Dame qui me dit cela. J'ai encore Didier Barbelivien. Ferré avait encore raison, la lumière ne se fait que sur les tombes. Ah. Léo Ferré. Loana et la cocaïne, écoutez ce qu'elle disait à Laurence Ferrari. Dans les épreuves que vous avez traversées, vous avez rencontré un homme qui prenait de la cocaïne. Oui. Et vous avez fait pareil, en fait. Hein, vous l'avez suivi dans cette addiction. Qu'est-ce qu'elle a de pervers, cette drogue, particulièrement? En fait, voilà, moi, ce que j'ai fait, mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est j'ai voulu faire comme. C'est comme ça que des fois, on fait souvent des bêtises. Il ne faut pas faire comme pour être comme la personne. Ce que j'ai fait, cette drogue, elle était horrible. Parce qu'au tout début, bien sûr, comme je le marque, il ne faut pas être non plus... comment dire faut pas dire non, c'est pas bien, machin. Bien sûr que quand j'en prenais au tout début, je me sentais la reine du monde. Un court instant. Mais ensuite, ça accentue les bons moments, mais ça accentue surtout les mauvais. Et ensuite, les nuits blanches, la perte d'appétit fait qu'ensuite, on réfléchit 24 heures sur 24, le cerveau ne s'arrête plus. On réfléchit en permanence et après, c'est les idées noires qui arrivent et c'est comme si vos cauchemars devenaient réalité. Bon, vous êtes au contact, Pascal Pierre-Garbarini, évidemment, d'un monde, d'un milieu souvent qui est rude. Et c'est vrai que c'est paradis artificiel, l'argent, la fausse gloire, la cocaïne, tout cela fait des ravages. Oui, mais vous savez, le problème est toujours le même. C'est que, déjà, moi, par exemple, les personnes que j'ai défendues quand j'étais plus jeune et qui étaient mêlées à des affaires de stupéfiants, eux, ils n'en prennent pas. Hein. Déjà. Ça, c'est le postulat. Parce qu'ils savent quels sont les ravages. Ensuite, on peut avoir des personnes dans son entourage familial ou amical qui se retrouvent confrontées avec une difficulté liée à l'addiction d'une drogue et notamment la cocaïne. Et moi, je connais très bien le professeur Lovenstein qui dit que, par exemple, la cocaïne, c'est plus facile de décrocher, par exemple, de l'héroïne que de la cocaïne. La cocaïne, elle fait un tel ravage que la personne, elle est détruite, selon ses dires. Hein. Moi, je ne suis pas un professionnel. Mais il dit que c'est tellement addictif et que ça vous détruit tellement qu'en fait, vous ne pouvez plus vous en passer. Et pour vous en passer, ce sont des substituts, mais les substituts ne s'arrêtent jamais. Et c'est vraiment un phénomène de société, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire que pour une euphorie... On s'en rend compte, la marée blanche, on s'en rend compte. Oui, mais les gens qui prennent, beaucoup. Oui, et il faut en parler. Et dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Et c'est démocratisé, elle coûte très peu cher, et dans des milieux que vous ne soupçonnez pas. Et en plus, moi j'ai remarqué, parce que j'avais défendu quelqu'un qui était comme ça, c'est que ensuite une des immédiatetés néfastes, c'est la paranoïa. C'est-à-dire que les personnes qui en prennent, elles deviennent totalement paranoïaques. C'est-à-dire qu'ensuite, elle voit tout en noir, mais très vite. C'est-à-dire que juste après l'euphorie, très très vite, vous avez le sentiment d'avoir une voix qui vous parle en disant mais tiens, on va me faire quelque chose, etc. D'où la dangerosité qui peut ensuite, ou pour soi ou pour les autres. Benjamin Castaldi a été joint hier par Cyril Hanouna parce que l'information est tombée pendant leur émission et c'est vrai qu'elle venait d'ailleurs souvent chez Cyril, quoi. Elle venait il y a quelques années chez Cyril. Et écoutez ce que disait Benjamin Castaldi, dont le nom est évidemment accolé à Love Story, qui a été, je le répète, les plus jeunes, vous étiez sans doute... J'avais 10 ans, moi, donc j'ai regardé. Ah oui, vous regardez. Ma mère regardait, je regardais avec elle. Ah, votre mère regardait... Tout le monde regardait, en fait. Hein, oui, mais quand elle est sortie, quand ils sont sortis sur les Champs-Élysées, c'était un soir d'été, certains avaient fait le parallèle avec la finale de la Coupe du Monde. C'est pour ça que vous dites, je ne connaissais même pas son nom, et j'entends ce que vous dites, mais je sais bien que chacun est dans son monde, mais je me dis, où vous viviez, en fait, en 2001 sur la Lune. C'est ça qui m'intéresse toujours. Comment on peut... Alors, nous, on est journalistes, donc on a une sorte de culture comme ça, triviale poursuite. On connaît rien en profondeur, mais tout un petit peu. Bon, on connaît tout un petit peu. Mais je me dis, mais où vous viviez en 2001 pour passer à côté du phénomène Love Story et Loana? Pendant 2 ans, entre 2001 et 2003, j'étais plongé dans un très gros roman
dont je ne sortais pas. C'est-à-dire que même la nuit... C'était les bienveillantes? Non, c'était terrible. Hein. Je parle d'un roman que j'ai écrit moi. Ah bon, bah oui, justement, c'est pour ça que je parlais des bienveillantes. Non mais... Votre vie est Reprocher à pleine de bienveillance. Vincent son ironie perpétuelle, mais envers moi, martyrisé à propos des bienveillantes. De Jonathan Little. Oui, mais pendant 2 ans, vous écrivez toute la... Vous sortez quand même, vous vivez. Vous Très peu, non, très peu. Vous sortez pas? Pendant 2 ans, je me suis consacré à ce roman, jour et nuit. Voilà. C'est ça, c'est fou. Hein. Et c'est comme ça, Mais un écrivain, c'est fou, ça. Oui, c'est fou. Après, j'ai dû prendre du Prozac pour... Mais vous voyez plus d'amis, vous voyez Non, plus je voyais plus personne. Vous n'avez pas de vie amoureuse pendant 2 ans? Si, j'étais marié. Donc, ah bon? j'avais mes filles, quand même. Ah oui, mais alors, votre famille, elle n'existe pas pendant 2 ans? Si, mais elles acceptaient que je sois pendant 2 ans une espèce d'autisme scripturaire, comme on dit. On enlève le mot autiste parce qu'il peut choquer aujourd'hui. Non, mais je le revendique. Oui, mais il est mal perçu. Mais c'est intéressant. Je me demande si le pire pour la famille, c'est pas de vivre avec un écrivain. Si, je pense que c'est incompatible. Non, oui. D'une certaine façon. Mais après, on devient très gentil quand le livre est parti. Surtout quand on se retrouve entre les pages. Là, Voilà. Non, parce qu'en fait, quand on écrit, on pense qu'à ça, c'est ça. Même si vous êtes en train de déjeuner, vous pensez qu'à votre livre. Comment il vivait, surtout à la fin. Il vivait complètement reclus dans sa chambre. Il convoquait des gens à 4h du matin. Il envoyait son chauffeur chercher Gide. Mon cher Gide, venez me voir, j'ai quelque chose à vous dire, à 4h du matin. Donc, vous voyez... Comme Emmanuel Macron. Il appelle les gens aussi à 4h du matin, Emmanuel Macron. Je préfère Proust, pardonnez-moi. Bon, mais il appelle, paraît-il, c'est ce qu'on m'a dit. Le phénomène de la télé-réalité, il a continué. Il y a énormément de stars de la télé-réalité que vous connaissez sans doute pas aujourd'hui. Ah, je les connais pas. Par voie, je lis des magazines. On en a Il y a des gens qui sont à la une, je sais même pas qui c'est. Ça a continué. Le phénomène de Loana, le business que tout le monde a dénoncé en disant que ça lui avait gâché la vie, etc., et que ça l'avait mise en danger. En réalité, ça a continué. Les émissions se sont multipliées et multipliées. On a parlé des anges de la télé-réalité, mais il y a Koh-Lanta, il y a les Marseillais. Et il y a des émissions où il n'y a aucune activité qui n'est prévue. C'est juste des gens la différence, dans une maison. Elle était connue sur rien, sur la simple présence à la télévision. Il n'y avait pas de talent par rapport à la Star Academy dont on parlait tout à l'heure, où il y avait au moins un peu de chansons. Là, c'était la célébrité sur rien. Et les influenceurs, c'est la même chose. Les influenceurs, c'est exactement ça. Ils sont connus pour des vidéos sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas un talent qui les a propulsés dans la célébrité. Maintenant, il y a l'île de la tentation. Ah, donc il connaît quand même. Oui, on connaît ces programmes, on les a entreaperçus. Mais je pense qu'on devrait faire une télé-réalité sur les Corses. Ça serait sympa. Et je trouve que ça serait pas mal, dans un village corse. Oui. Je pense que ça serait... Vous seriez surpris. Mais justement, c'est pour ça que je pense que ça pourrait marcher. Je pense que ça pourrait marcher. Bon, écoutez, Benjamin Castaldi, puis après on va parler d'une actualité sans doute plus sérieuse avec vous, Vincent Hervouette. Quoique, vous savez... Après le drame, la tragédie. Parfois, c'est un héros de la télé-réalité, Donald Trump, hein. Ah non, mais il y a une télé-réalité. je veux dire, la guerre, telle que ceux qui l'ont connue dans les tranchées la racontent, c'est la télé-réalité absolue, parce que vous êtes dans l'instant, vous êtes dans l'instant présent. Bien sûr. Vous êtes seul au monde. Et vous savez très bien qu'on fera de vous de la chair à canon et que votre existence sera jetée au feu. Bien sûr, et c'est Godard qui disait que la guerre est faite pour la télévision. Écoutez, Benjamin Castaldi, il avait dit ça dans une séquence célèbre à Philippe Labro. C'est absolument obscène le spectacle permanent auquel on a droit dès qu'il y a un conflit avec cette espèce de débauche de moyens techniques qui sont mis comme ça à l'antenne. Le spectacle de la guerre qui visiblement... Vous avez un type qui parle dans l'écran, puis tout le reste est occupé par des appontages, des trucs. Donc on n'écoute absolument pas ce qu'il raconte parce qu'on reste absolument figé, obsédé par la beauté de la machine. Richard Millet. Sauf que Vincent, permettez-moi de vous dire qu'on ne voit pas la guerre en réalité. Vous voyez tout ce qui est autour. Oui, bien sûr. Vous ne voyez pas les cadavres, vous ne voyez pas les gens en train de mourir, en train d'exploser. Ça, ne sentez pas. Bon, enfin, je remarque une chose, c'est que je vous ai jamais vu aussi bavard que sur Loana, Richard Millet. Vous avez plus parlé depuis le début de l'émission que sur aucun autre sujet parfois. C'est ça qui me frappe quand même. Mais parce qu'elle représentait... C'est vrai, dit Marine Lançon au téléphone, à l'oreillette. C'est drôle d'ailleurs. Ça vous a fait parler. Parce qu'elle m'a promis un Queen Amman ou un phare breton. Un phare breton. Oui. Donc ça me fait parler. On est jeudi. C'est le phare. Ah oui, c'est notre ami, effectivement. Laurent Sélarié. Comment ? Laurent Sélarié. Exactement, Laurent Sélarié qui nous apporte, chacun le sait désormais, une tradition. On attend encore les... Comment ça s'appelle ? Les canisteries. On attend les canistrières. Je vais rentrer en Corse bientôt et vous serez... Écoutons Benjamin Castaldi à 9h22.
Ça a été une aventure incroyable et moi j'ai réussi ma carrière parce que j'ai fait cette émission et il y avait cette femme incroyable et on est passé au-delà de la... On a eu un phénomène, le de voir une femme et on n'a pas bougé ni les uns ni les autres. Alors ça sert à rien maintenant de dire qu'on a eu tort, mais... C'est la violence de ce monde. Voilà, je suis très triste. Franchement, je suis très triste. Je vous le dis, je parlais qu'à toi, Cyril, parce que j'ai eu plein de demandes. J'ai pas envie de faire le croque-mort de plateau parce que voilà, ça sert à rien. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais ouais, c'est une page qui se tourne. C'est des souvenirs. C'est des appels au secours qu'on n'a pas entendus. Voilà. Et encore, grâce à l'époque assez vite, on a pu célébrer les 20 ans du Loft ensemble. Voilà. Mais bon, ça sert à rien de pleurer maintenant. Mais voilà, moi je me sens pas responsable parce qu'on n'est pas responsable, mais je sais pas comment expliquer. C'est tragique. C'est aussi une réflexion, mais alors ça concerne Loana, mais ça concerne aussi Marilyn Monroe, vous l'avez dit, ça concerne les vedettes parfois, Laura Antonelli, etc. C'est-à-dire que quand on dit la gloire et le deuil éclatant du bonheur, etc., faut être en béton armé lorsque vous allez dans la lumière. La gloire, la notoriété, parfois l'argent, parfois les paradis artificiels, pour résister à ça. Et c'est pour ça que la durée est toujours le meilleur des paramètres, hein, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, sont plus fragiles que d'autres. On voit ça chez des footballeurs, chez des artistes, chez des hommes politiques, que sais-je. C'est un choc qui peut être très fort que, tout d'un coup, les gens vous reconnaissent dans la rue. Regardez comment on a parlé, on l'avait parlé ici pour les Césars, Annie Girardot, ce qu'elle a vécu. Et son témoignage tellement fort au César. Oui, vous avez raison. C'est extraordinaire. Vous avez raison. Alors que c'était une actrice formidable. Oui. Et à un moment donné, elle a été oubliée. Oui. Pourquoi ? Peu importe. Et ce qu'elle a vécu. Voilà. Et après, elle vient et elle le dit, je vous ai jamais oublié. Enfin, on a les larmes aux yeux quand on l'écoute. Et c'est effectivement une réflexion sur ceux qui vont dans la lumière. Alors, un avocat y va, un journaliste y va, un artiste y va, etc. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être regardés. Et ceux qui y vont, ça montre peut-être une fragilité, un désir, peut-être que vous aviez le désir d'être aimé, que sais-je, façon vous voulez qu'on en parle, Pascal? Peut-être que le sujet. Peut-être qu'il y avait, peut-être que la télé est une thérapie. Je vous assure, Thierry Ardisson, il disait ça. Il disait, j'ai essayé toutes les drogues, c'est la télé qui est le plus fort. Hein, vous vous souvenez, il disait ça. Oui, alors là, je demande à voir, quand même. Hein. Non, c'est ce qu'il disait. Non, je n'adhère pas à ça. Oui, moi non plus. Parce que j'écoutais ce que disait notre ami sur la dépendance. Hein. Oui. Ça s'oublie pas, la dépendance. C'est tous les jours. Vous êtes un drogué qui se drogue plus, au mieux. Bon. C'est un combat, ça vous dévore. Bon, en tout cas, Et vous savez, il y a des confrères qui ont été brillantissimes, mais qui étaient des très grands avocats, avec une force oratoire inimaginable, et qui ensuite, ils sont passés. Parce que leur talent oratoire, leur éloquence n'était plus l'éloquence adaptée au nouveau moment. Il n'était plus d'actualité. C'est-à-dire qu'on ne plaidait plus comme ils plaidaient avant. Et ils ont été oubliés. C'est-à-dire que leur téléphone ne sonnait plus et ils n'étaient plus désignés. Mais c'est des souffrances. Hein. Mais c'est nos anciens amis, confrères dont on parlait tout à l'heure. Mais allez sur Internet, allez sur les réseaux. Il y en a 2 ou 3, ils sont obsédés par ces news. Je leur dis, arrêtez de regarder ces news, vous irez mieux. Français qui vivent ça, vous savez, ça s'appelle la retraite. Oui, mais je vous assure. Il y a des retraites heureuses et d'autres non. Comme thérapie, j'ai envie de donner à 2 ou 3 à regarder une autre chaîne que CNews, puisque visiblement, ça pète matin, midi et soir. Mais exactement, ils ne parlent que de nous. C'est très étrange quand même. Mais ça les obsède. Bon, est-ce qu'on peut écouter un générique célèbre et puis après on va marquer la pause. Et ce générique célèbre, c'est celui-là que vous pouvez entendre et écouter même, si tant est qu'il soit là. On l'a ou pas Célibataire coupé du monde. Regardez. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Édouard. Julie. Sylvie. Kimi. Fabrice. Voilà, c'était les années 2001 et c'était bien d'avoir à la fois une pensée pour Loana, parce que je l'ai dit, elle le mérite, cette vie douloureuse et triste, et puis une réflexion, pourquoi pas, sur cette télé-réalité. On va marquer une pause et nous allons revenir à d'autres sujets, notamment ces mères qui ont été agressées, et puis à une séquence de télé-réalité avec votre ami Donald Trump, qui, effectivement, à chaque fois qu'il parle,
Ah non, mais vous avez vu, il a refait le décor tout doré. Nous sommes dans le... Ah bah oui, vous disiez, nous sommes dans le loft. Il est né dans la télé-réalité, ne l'oublions pas. Ah oui, The Apprentice. Oui, quoi, il était chef d'entreprise. Oui, mais bon, il était connu du grand public par ce biais-là. Bon, à tout de suite.